Dans ce journal, il sera question d'une possible mise en accusation de l'ancien ministre de la fonction publique suite à la récente affaire de fraude lors du recrutement à la fonction publique pour le compte du ministère de la Santé. Ensuite, nous parlerons dans cette édition de la fièvre de la vallée du Rift, objet d'un point de presse conjointement animé par le ministère de la Santé et celui de l'élevage. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Un rebondissement est en passe de se produire dans l'affaire de fraude au concours de recrutement à la fonction publique pour le compte du ministère de la Santé publique. En effet, selon certains journaux, le gouvernement serait prêt à voir clair dans cette affaire à travers la mise en accusation de l'ancien ministre de la fonction publique. Les détails dans ce reportage signé Adam Soumana et Abouakar Souley. Après avoir fait couler beaucoup d'encre et de salive, l'affaire de fraude au concours de recrutement des agents pour le compte du ministère de la Santé publique est vraisemblablement en passe de connaître son épilogue. En tout cas, tout laisse à le croire car selon le quotidien privé L'Enquêteur, le gouvernement serait prêt à mettre en accusation le ministre de la fonction publique pour la dite affaire. Une procédure pénale qu'apprécient à sa juste valeur les concernés par ce concours. Vous savez, dans cette affaire, il y a deux côtés. Il y a le côté pénal et le côté administratif. Et on voit bien que le côté pénal avance très bien avec l'arrestation dès le début de l'affaire de fonctionnaires et de personnes qui ont été arrêtés dans cette affaire-là. Aujourd'hui, nous avons appris par le biais du journal L'Enquêteur la demande de mise en accusation par la justice donc de l'ancien ministre de la fonction publique auprès du gouvernement. En tant que citoyen ayant toujours réitéré sa confiance à la justice nigérienne, nous ne pouvons que continuer dans cette foulée, en espérant que la justice puisse continuer jusqu'au bout. Cependant, pour le président du comité des admis, le pénal lui seul ne suffit pas pour résoudre le problème. L'abrogation de l'ensemble de ces résultats, c'est une erreur administrative. Une situation que nous avons considérée comme étant une sanction totale qui nous a été infligée. Une forme d'injustice que nous avons tenté de crier, puisqu'il ne faut pas qu'une majorité des méritants, en tout cas, puisse payer pour une faute qu'elle n'a pas commise. Donc, à ceux-là qui ont commis et qui ont cautionné, j'allais dire, de forfaiture à et de payer pour ce qu'ils ont fait. Donc, dès le début de cette affaire, il y a de cela 5 mois, nous avons procédé au recours administratif. Nous avons tapé à la porte du ministère de la fonction publique. Après, avec l'épuisement d'un certain délai, donc nous avons jugé nécessaire que l'affaire aille au plus haut sommet. Nous attendons que la justice soit faite du côté administratif. Nous avons une majorité de méritants qui sont admis dignement. Il faudrait que leur admission soit réhabilitée. Et ces admis-là sont partout, sur toutes les listes, que ce soit la première ou la deuxième liste. Quoi qu'il en soit, nombreux sont les Nigériens à attendre impatiemment un aboutissement heureux du récurrent problème de concours de recrutement à la fonction publique nigérienne. Vivement que les autorités au plus haut sommet prennent leur courage en main pour mettre fin à ce genre de pratique qui n'est pas de nature à favoriser ce que d'aucuns qualifient de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, autrement dit, la culture de l'excellence. Le ministère de la Santé publique et celui de l'élevage ont conjointement animé cet après-midi un point de presse relativement à l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift qui s'est déclarée dans les districts sanitaires de Tassara et Chintabraden. Le point avec Nasser Antoufo et Sadou Doumi. Informer régulièrement l'opinion nationale et internationale sur l'évolution de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift qui sévit dans les districts sanitaires de Chintabraden et de Tassara depuis le mois d'août 2016. Tel est l'objet de ce présent point de presse conjointement animé par le ministère en charge de la santé publique et celui de l'élevage. À la date du 25 septembre 2016, cette situation se présente comme suit. 73 cas enregistrés, dont 25 décès. Cependant, il faut distinguer 2 périodes dans la survenue de cette épidémie. Avant que l'alerte ne soit donnée au ministère de la Santé publique, il avait été enregistré 23 cas, dont 17 décès,
soit une létalité de 74%. À partir du 29 août 2016, suite à la mission d'investigation composée des services centraux des ministères en charge de la santé, de l'élevage et l'OMS, il a été mis en place un dispositif de prise en charge. Et depuis lors, 50 cas ont été enregistrés, dont malheureusement 8 décès, soit une létalité de 16%. Cette prise en charge a consisté à un appui à médicaments pour le traitement symptomatique, le renforcement des capacités des agents et tout ceci soutenu par une campagne de communication pour un changement de comportement. Il est donc important de respecter certaines mesures afin de contrecarrer cette maladie. Il est à noter que certaines sources non autorisées se permettent de véhiculer des informations non fondées. Pour cela, nous rappelons que seuls les services techniques compétents de la santé humaine et animale sont habilités à communiquer sur la situation de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift qui sévit au Niger. Ces services restent disponibles pour répondre à toute sollicitation. Enfin, nous exhortons la population au respect des mesures suivantes. Limiter les déplacements des animaux des zones infestées vers les zones non infestées et vice-versa. Faire bouillir le lait avant consommation. Éviter le contact direct avec les animaux malades. Enfouir avec précaution les cadavres d'animaux morts. Recourir aux formations sanitaires dès l'apparition des premiers signes pour bénéficier de traitements adéquats. Il faut toutefois souligner que relativement à cette maladie, il n'existe aucun vaccin pour les humains et pour les animaux. La vaccination est déconseillée en cas d'épizootie au risque d'aggraver la situation. À l'occasion de la célébration demain de la 2e édition de la Journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes, le ministre de la Justice, Moro Amadou, a livré un message que je vous propose de suivre. Demain, 28 septembre 2016, le Niger commémorera donc la 2e édition de la Journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes et la région de Zender est choisie pour abriter les activités commémoratives de cette année. La commémoration de cette journée est une occasion pour le gouvernement de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru et relancer le débat sur ce qui reste à faire pour mettre fin à la traite des personnes et au trafic illicite des migrants au Niger, afin que ce triste phénomène ne soit un jour qu'un lointain souvenir pour le peuple nigérien. L'atteinte de cet objectif ultime, qu'est l'éradication de ces phénomènes complexes, exige la conjugaison des efforts de tous les acteurs, gouvernement, forces de défense et de sécurité, autorités administratives et coutumières, leaders religieux, acteurs de la société civile, voire la population nigérienne tout entière. Mesdames et messieurs, oui, la lutte contre la traite des personnes est un défi complexe à relever. C'est un processus de longue haleine qui exige un cadre juridique et institutionnel approprié, des actions et des moyens de mise en œuvre conséquents. Défi complexe car la traite des personnes affecte, d'une manière ou d'une autre, la quasi-totalité des régions du Niger et ce sous diverses formes et manifestations. Complexe car notre pays est à la fois pays d'origine, de transit et de destination du phénomène de la traite et du trafic illicite des migrants, compte tenu de sa position géostratégique, de l'immensité de son territoire, de l'ignorance ou du déni par plus d'un de la réalité de ces délits, en raison aussi de la pauvreté et de la vulnérabilité des victimes. Mesdames et messieurs, pour réussir à brève échéance cette lutte, le gouvernement, par un décret du 22 juillet 2014, a adopté un plan d'action national de lutte contre la traite des personnes. Depuis, l'État continue à travers ses différents services à faire de la lutte contre la traite des personnes une priorité au Niger. Ainsi, à travers la mise en place d'institutions spécialisées et d'un cadre juridique moderne et efficace, le gouvernement peut se réjouir d'avoir garanti la protection des personnes exposées à ces pratiques néfastes et rendu possible la traque des réseaux criminels, des délinquants et leurs complices. Il fut un temps où les rapports des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée classaient notre pays dans la zone rouge correspondant à celle des États les moins réactifs
en matière de lutte contre la traite des personnes, qui manquait de volonté politique et n'apporte guère de réponses juridiques et institutionnelles en adéquation avec l'ampleur du phénomène. Mesdames et messieurs, depuis les choses ont changé. En effet, le rapport 2014 des Nations Unies ainsi que celui du département d'État américain ont souligné la volonté forte des plus hautes autorités du Niger à mettre fin à ces pratiques contraires à nos valeurs républicaines. Les options et réponses apportées par le gouvernement en matière d'amélioration du cadre juridique et institutionnel, d'intensification de la répression et de la sensibilisation, la coordination des actions, l'implication de l'ensemble des organisations de la société civile, des leaders religieux et de la chefferie traditionnelle dans la réflexion et la prise en charge des victimes ont conduit ces partenaires qui évaluent les efforts de l'ensemble des nations à nous déclasser de la zone rouge pour la catégorie pays actifs. En dépit de ce bon qualitatif, il y a lieu de noter que le phénomène de la traite des personnes persiste dans beaucoup de contrées du Niger et les défis restent nombreux. En atteste l'étude nationale sur les comportements, les attitudes et les pratiques des populations en matière de traite des personnes menée en juillet 2016 par l'Institut national de la statistique, commandé par mon département ministériel. C'est ici le lieu de féliciter et d'encourager nos forces de défense et de sécurité qui travaillent à secourir par centaines les victimes de la traite des personnes et de la migration clandestine dans le désert du Sahara, ainsi que les magistrats qui appliquent sans faiblesse les lois aux trafiquants et parviennent à assurer le retour en famille de victimes mineures, et ce en intelligente collaboration avec les organisations et institutions partenaires. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans exprimer ici toute la gratitude du gouvernement à l'endroit de l'ensemble des partenaires qui accompagnent l'État dans sa lutte pour la liberté. Un public reportage dans cette édition pour aller à la découverte des établissements Marek Shoemaker. Ces établissements comprennent un jardin d'enfants à 2 niveaux et une école primaire qui ouvrira ses portes à la rentrée scolaire prochaine avec la classe de CI. Découvrons ces établissements avec Adam Soumana et Sadoumi. Les établissements privés Marek Shoemaker comprennent un jardin d'enfants et une école primaire. Le jardin d'enfants est composé de 2 sections, dont la petite pour les enfants de 4 ans et la grande pour ceux de 5 ans. Le primaire, lui, ouvre ses portes cette année avec le CI. Les inscriptions ont débuté. Chaque classe compte au maximum 30 élèves. Par conséquent, les places sont limitées. Les établissements Marek Shoemaker sont situés dans le quartier Niamey 2000, non loin de la 2e latérite, après la boulangerie en face de l'antenne réseau téléphonique. Les sociétés de distribution du gaz domestique ont de nouveau arrêté leur activité. Le groupement des professionnels du gaz exige du gouvernement une augmentation du prix du gaz ou l'attribution des subventions prévues dans le fonds de l'énergie. Michel Deji et Ibrahim Abdou pour le reportage. C'est une grande inquiétude qui plane dans le secteur du gaz. Au niveau des différents points de vente, les bouteilles sont vides depuis déjà quelques jours. Même ce matin, il y a plus de 15 personnes qui sont venues nous demander du gaz. Il n'y en a pas et on ne sait plus vraiment ce qui se passe. Les clients n'arrivent pas à nous comprendre car ils disent qu'ils ont abandonné le bois et le charbon et voilà qu'il n'y a plus de gaz auquel ils se sont déjà habitués. Notre souhait est qu'il y ait du gaz vraiment pour que nous puissions bien mener nos activités. Une pénurie qui est due à un arrêt systématique de la production et ce pour une période illimitée. Les sociétés n'arrivent plus aujourd'hui à opérer. Donc oui, nous sommes en cessation d'activité pour le moment en essayant de toujours trouver une solution avec les autorités. Nous sommes en contact avec elles, nous espérons vraiment une réponse rapide de leur part pour pouvoir éviter un vrai désastre dans cette industrie. Comme vous le voyez aujourd'hui, toutes les sociétés qui nous font exclusivement comme activité principale le gaz, la distribution de gaz, sont aujourd'hui fermées. Nous avons alarmé le ministère par notre incapacité de continuer, de vraiment prendre une décision immédiatement. Malheureusement, ça tarde cette décision
Et nous avons écrit que vraiment, au-delà de 2 semaines, nous ne pouvons plus assurer l'approvisionnement parce qu'on est rattrapé par notre réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut ni payer les fournisseurs qui nous fournissent, on ne peut plus respecter nos engagements avec les établissements financiers avec qui on travaille. Donc, on est forcé à arrêter de travailler. Donc, c'est un truc vraiment illimité. Tant que le gouvernement n'a pas pris une bonne décision pour vraiment régler les problèmes définitivement, nous, au niveau du GPG, les sociétés de gaz, on est incapable vraiment de continuer à ravitailler les gaz. Une situation qui inquiète les structures de la société civile qui ont pris part aux travaux du comité ad hoc mis en place pour trouver une issue au problème, mais dont les recommandations tardent à être prises en compte par le gouvernement. Mais nous nous trouvons en tout cas avec un gouvernement qui ne respecte pas ses engagements. De quoi s'agit-il? Sur chaque bouteille de 12,5 kg, les distributeurs perdent au moins il y a un manque à gagner de 1500 sur chaque bouteille. Ça veut dire qu'aujourd'hui les distributeurs sont à féliciter. Ici, nous nous sommes demandé sur quelle utilisation faite aujourd'hui par le gouvernement sur ces fonds, en tout cas mis à l'écart, c'est ce qu'on appelle le fonds d'énergie. Nous ne savons pas où s'est logé ce fonds, qu'est-ce qui est en tout cas utilisé, sur quelle destination est utilisé ces fonds. Nous avons demandé l'explication au ministre du Pétrole. Et par ailleurs, nous avons attiré son attention sur en tout cas les calvaires, sur la souffrance au quotidien que vivent les Nigériens à cause de la cherté de ce produit. Une situation intenable pour les consommateurs face à laquelle des mesures urgentes sont attendues de la part du gouvernement. Célébration aujourd'hui la journée mondiale du tourisme. La commémoration de cette année est placée sous le thème promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous. Aussi, nos reporters Michel Deji et Ibrahim Abdou nous amènent dans le monde des dinosaures dont les squelettes sont conservés au musée national Boubouhama. Ils sont au nombre de 3 types de dinosaures, tous âgés de plus de 100 millions d'années, dont les fossiles sont conservés jusqu'à nos jours. Le premier, un crocodilien carnivore, a été découvert en 1966 par le paléontologue français Philippe Talgué dans la zone désertique de Gadafawa à Agadez. Le deuxième, également carnivore, est un Suchomimus tenerensis découvert 9 ans plus tard dans la même localité par le paléontologue américain Paul Sareno de l'Université de Chicago. Le troisième, lui, est un gigantesque et effrayant herbivore. Il est le dernier à être découvert en 1993 à Tigidi, région d'Agadez. C'est un dinosaure herbivore long de 20 mètres. Son poids est estimé à 20 tonnes et il est daté d'environ 135 millions d'années. Ces squelettes sont très importants pour le musée et également pour le Niger en général. Parce que, en fait, la plupart des touristes qui viennent au musée sont intéressés par ces dinosaures. Il y a des gens, quand ils viennent à la porte, ils demandent seulement qu'on leur montre donc, le hangar des dinosaures. Quand la personne vient au musée national Boubouhama, donc vraiment il trouvera au moins les squelettes qui montrent vraiment que c'est bel et bien donc, des êtres vivants qui ont vécu sur la terre. Et les dinosaures, donc, dans les films, on les voit, mais en fait, c'est des êtres vivants qui ont vécu avant même l'arrivée de l'homme sur la terre. Des dinosaures dont l'existence de par le passé signifie que le nord du Niger était dans un passé lointain nord désertique. Oui, donc sous ces hangars-là, nous avons 3 types. Donc nous avons un crocodilien, vous savez que le crocodile ne vit que dans l'eau. Et ce dinosaure herbivore, donc si vous reprenez donc, de 20 mètres, et si on prend au garrot, donc si j'ai dit le garrot, donc on prend le niveau de la tête, donc si on projette le niveau de la tête donc jusqu'à verticalement en haut, en bas, donc ça fait au moins 11 mètres. Ça veut dire que vraiment il faut avoir des grands arbres pour que ces animaux puissent se nourrir. Et il y a de l'autre côté également donc le Suchomimus tenerensis, donc c'est un prédateur. Et quand on parle de prédateur, donc il faut vraiment qu'il y ait des animaux avec lesquels il se nourrit. Je vous ai dit que donc il y a la présence de ce crocodilien qui atteste vraiment qu'il y avait de l'eau. Il y a également des grands arbres. Par exemple, de l'autre côté, il y a un tronc d'arbre fossilisé
et donc qui date du même moment que ces dinosaures-là. Donc actuellement, cet arbre, l'espèce a disparu en Afrique. C'est seulement en Amérique latine qu'on trouve ces genres d'arbres. Les squelettes des dinosaures du musée national Boubou-Hama, un patrimoine paléontologique dont les connotations relèvent cependant des thèses purement scientifiques. Le président gabonais Ali Bongo rempile pour un second septennat. Son investiture intervient 4 jours après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous, je le jure. Ensuite, le verdict était très attendu. Un djihadiste malien vient d'être condamné à 9 ans de prison par la Cour pénale internationale de La Haye. Il est reconnu coupable d'implication dans la destruction des mausolées de Tombouctou. Précision avec Anaïs Renevier. Monsieur Al-Mahdi, le crime pour lequel vous avez été reconnu coupable est d'une extrême gravité. 9 ans d'emprisonnement, la peine correspond au minimum requis, mais le procès est historique. Le crime d'Ahmad Faki Al-Mahdi, djihadiste malien, avoir organisé et exécuté la destruction de 9 mausolées et de la porte de la mosquée Sidi Yaha à Tombouctou. Ce procès est l'occasion d'une série de premières pour la Cour pénale internationale. Premier accusé dans le cadre du conflit malien, premier djihadiste présumé jugé à La Haye et première fois que ce tribunal se prononce sur une destruction de patrimoine. Le juge qualifie les actes de l'accusé de crimes de guerre. Ahmad Faki Al-Mahdi avait plaidé coupable et présenté ses excuses. Je suis fort contrit de mes actes et de tous les préjudices que cela a causés. Le procès était très attendu à Tombouctou par une population affectée par les destructions. Nous sommes en présence d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité, puisque les patrimoines en question portent la trace de la mémoire sociale, politique, intellectuelle d'un pays, d'une région, d'une ville qui est au centre des savoirs de toute l'Afrique au sud du Sahara. Cette condamnation, première du genre, pourrait ouvrir la voie à d'autres jugements similaires. Récemment, d'autres sites archéologiques ont été ravagés par la guerre, Palmyre en Syrie ou encore Ninive en Irak. 55 sites du patrimoine mondial sont déclarés en danger par l'UNESCO. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.